Bonsoir Sandrine Long, bonsoir Florence. Donc nous sommes là Bonsoir. pour parler du film, du documentaire Et si Babel n'était qu'un mythe, réalisé par Sandrine Long. Donc Sandrine Long et Florian, avec la collaboration de Florian Lyonnais, qui est linguiste, professeur à l'université de Princeton. Vous, Sandrine Long, vous êtes ethnomusicologue à Paris 8, Sorbonne. Non, pas Euh, Sorbonne, Paris 8. Pardon, Paris 8, Paris 8 pas de et souci. à Paris 8 et également Saint-Denis aussi, je crois, hein. Donc, c'est Université Paris 8 de Saint-Denis, anciennement Vincennes. D'accord. Je suis par ailleurs rattachée à un laboratoire de recherche qui, lui, est à Nanterre, laboratoire CNRS, Centre de recherche en ethnomusicologie. D'accord. Vos précédents travaux ont un point commun. Vous placez au cœur de vos préoccupations l'étude et la transmission des patrimoines immatériels des sociétés minoritaires. Est-ce là le point de jonction entre l'ethnomusicologie et la linguistique? Alors, euh, je dirais pas cela de cette façon. Disons qu'en fait, pour ce film, il s'agissait d'un projet de recherche pluridisciplinaire. Donc, c'est un film dont le personnage central est le linguiste. Et il est vrai que ce collègue linguiste a choisi de travailler sur une petite langue d'une société, d'une toute petite société, puisqu'il y a 700 locuteurs, hein. Il n'a pas choisi de travailler sur une langue africaine comme le Yoruba, qui est parlée par des millions de locuteurs. Donc, il a fait ce choix. Et de mon côté, j'ai également toujours choisi de travailler sur des sociétés minoritaires ou marginalisées, hein. Auparavant, j'ai travaillé chez des éleveurs nomades Sahel, qui sont des petites sociétés marginalisées, même si elles appartiennent à un grand groupe qui est le groupe Peul. Euh, et là, dans le cas de ces petites sociétés qui vivent sur les rives du Moyen Chari au Tchad, on est dans des zones très difficiles d'accès, qui sont bon, d'une grande diversité culturelle, mais des sociétés finalement dont on n'entend jamais parler et qui n'ont pas voix au chapitre, hein, dans le grand théâtre de la mondialisation. Et donc, effectivement, pour moi, c'est important de donner la parole à ces gens-là. Du coup, le film, évidemment, pour ça, est un outil idéal. Oui, Voilà. alors quand vous Mais, parlez justement ouais. d'isola linguistique, on parle tout de même quand même d'une langue, donc le lal, qui est parlé autour du village de Gori. On parle quand même de 700 locuteurs. Est-ce qu'on peut pas parler, nous on parlerait plutôt d'un patois est-ce qu'on peut appeler ça une langue? Comment vous définissez une langue par rapport à un patois? Ouais. Oula, c'est une question complexe qui est très intéressante en fait, parce que alors déjà le patois, ce qu'on désigne en France comme étant un patois, ça renvoie à une langue locale, mais c'est un terme qui est empreint de jugement de valeur. C'est-à-dire le patois d'un côté versus de l'autre côté une langue supposément noble, hein. Qui donc on a d'un côté le provençal, le breton, le picard ou le corse, et puis de l'autre la langue de l'État, le français de la République, voilà. Donc il y a une dimension péjorative dans le terme de patois, hein. Ensuite, du coup, on va parler plutôt de dialecte. Euh, enfin de langue locale en fait, mais alors du coup bon, les dialectes maintenant c'est comment vous dire, euh, c'est un troisième terme qui finalement est très difficile à différencier de ce qu'on appelle une langue. Pourquoi? Parce que toutes les langues pratiques, enfin un grand nombre de langues ont des variantes dialectales. Et donc, en ce sens, en fait, toute langue est un dialecte et tout dialecte est une langue. Un exemple, est-ce que enfin, l'espagnol,
d'Espagne, ou l'espagnol d'Argentine, ou l'espagnol de Bolivie ou du Chili, sont autant de variantes dialectales d'une macrolangue qu'on appelle l'espagnol. Mmh. Et du coup, là, je sais que ça choque, mais le français est un dialecte au même titre que le québécois. Voilà. Donc finalement, alors un, euh, il y a une phrase en fait qui dit que euh, une langue, c'est un dialecte avec une armée et une marine. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où il y a un État fort qui va pouvoir revendiquer une forme dialectale comme étant le modèle de, euh, parmi les différentes variantes, en fait, le modèle, la langue mère. Voilà. D'accord. Alors, Donc ça, si c'est. on Alors, juste pour finir sur votre question, il y a quand même. Un critère très important que retiennent aussi les linguistes malgré tout, c'est que on va commencer à parler du coup de langue lorsqu'il n'y a pas d'intercompréhension, lorsqu'il n'y a plus d'intercompréhension. Exemple, je pense que durant le haut Moyen Âge, du Portugal à l'Italie, en passant par l'Espagne et la France, on n'avait que des dialectes d'un grand groupe de langues qu'on appelle les langues romanes. Et il y avait intercompréhension. Du Portugal jusqu'à l'Italie, les gens pouvaient plus ou moins se comprendre. Le provençal, le ligurien ou le romagnol, tout ça, toutes ces langues, finalement, qu'on dirait aujourd'hui des patois, entre guillemets, ou donc des dialectes, étaient en fait, permettaient une intercompréhension. On pouvait se comprendre à cette époque. Et puis ensuite, création des États nationaux, etc. Les langues évoluent, hein, bien entendu, et on finit par ne plus se comprendre. Et donc, là, on arrive avec le Portugal, le français, l'italien, l'espagnol, qui sont aujourd'hui considérées comme des langues bien différenciées. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez la différence entre dialecte et langue est toujours assez ténue. On comprend beaucoup de mots d'italien, on comprend beaucoup de mots de l'espagnol, mais il y a quand même un niveau d'intercompréhension qui exige un apprentissage en fait, hein, qui n'est pas immédiat. Voilà. D'ailleurs, on voit dans votre documentaire que les personnes que vous rencontrez, elles arrivent à parler souvent plus de 5 langues, 5, 6, 7 langues pour arriver à parler, échanger les unes avec les autres. Et ça ne leur paraît pas du tout, il n'y a pas de langue majoritaire. Ils ont l'impression que c'est presque naturel. C'est une obligation ou un plaisir pour eux d'échanger avec le voisin. Et pour Oui, revenir à oui. votre côté Juste, plutôt je peux rebondir là-dessus, je peux rebondir sur oui, cette allez-y, question. allez-y, allez-y. Parce que merci de parler de ça. Parce que du coup, effectivement, cette petite langue, le lal, est bien une langue à part entière. Il n'y a pas d'intercompréhension. Il faut apprendre la langue des voisins, hein. Mais non seulement ça, mais il y a autant de distance, et ça, c'est pas forcément dit dans le film, entre le lal et les langues voisines qu'il y aurait entre le chinois, disons, le navarro qui est une langue amérindienne, et puis l'indo-européen, hein, en gros. Parce qu'au Tchad, on est à la croisée entre trois grandes, immenses familles linguistiques africaines qui n'ont absolument rien en commun. Donc, les gens parlent toutes ces langues et ce sont des langues extrêmement différentes, faut le préciser. Voilà. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a vraiment motivée avec ce film, parce que j'étais complètement fascinée de me retrouver dans cette situation qui est un peu inédite, qu'on retrouve plus dans beaucoup d'endroits sur la planète, qui est que effectivement un multilinguisme naturel, on apprend la langue de ses voisins, il n'y a pas de raison d'abandonner sa langue, il n'y a pas de langue majoritaire, et ça paraît naturel d'apprendre la langue de ses voisins, tellement naturel que quand je posais la question, les gens ne comprenaient pas. Quand je leur disais, mais pourquoi vous n'adoptez pas une langue majoritaire? Mais comment je vais faire pour échanger avec mes voisins si j'apprends pas leur langue? Voilà. Et j'ai réalisé d'un coup qu'en fait, notre situation de monolinguisme est le fruit justement d'une pression exercée par l'État, par les formes
disons, de centralisation politique qui ont eu cours tout au long de l'histoire, que ce soit les empires, les royaumes, les États-nations, ont tout imposé une unification linguistique. Mais si on ne vous impose rien, ce qui est le cas dans cette région où il n'y a pas eu de royaume, parce qu'on est à la périphérie d'un royaume, en fait, sur les marges, eh bien, l'état naturel de l'humanité, c'est le multilinguisme. Et voilà, voilà ce qui m'a vraiment fasciné moi dans cette situation. C'est vrai que c'est fascinant. Ouais. Et ça vous a... Alors moi, ce qui m'a surpris aussi, ce qui m'a vraiment beaucoup touché dans le documentaire, c'est qu'on a l'impression que vous apportez beaucoup ça vous apporte aussi une intimité, une complicité avec la population. Moi, je me disais, ces deux scientifiques qui sont perdus dans cette région du Tchad, mais qu'est-ce qui vient de les embêter avec leurs études? Et en fait, je me suis aperçu que, mais pas du tout, on a des villageois qui sont honorés de votre visite, qui sont très heureux de partager leur culture, et puis qui finissent par aussi découvrir des choses et par se passionner pour le sujet. Euh, Oui, tout à Est-ce fait. que Alors, ouais. ça vous a surpris, vous, ou ça vous paraissait naturel? Alors déjà, c'est pas deux scientifiques, puisqu'en fait, on était trois. Il y a un anthropologue tchadien et ensuite quatre, puisque après, on a également travaillé avec un botaniste tchadien. Mais bon, Ah, est-ce que petite c'est les deux précision, personnes qu'on voit dans le film? alors, on voit l'anthropologue, pas le botaniste, il n'était pas là au moment du tournage, il n'était pas encore dans l'équipe. La quatrième personne que vous voyez, c'était notre traducteur, puisque justement le linguiste, lui qui travaille toute la journée sur la langue, l'apprenait. Mais évidemment, moi, je pensais beaucoup moins vite que lui. Et donc, j'avais encore besoin d'un traducteur, euh, même après 10 mois passés sur le terrain. Ouais. Et donc, alors, les gens, bien sûr, sont surpris. Euh, et ce qui les surprend le plus, je pense, c'est de voir des Blancs qui sont capables de vivre comme eux, euh, au fond de leur petit village, euh, de dormir comme eux, de manger comme eux, voilà, de se déplacer comme eux et d'apprendre leur langue alors que c'est une toute petite langue et que justement, eux apprennent les langues des voisins, mais comme ils ne sont que 700 quand même, il est sûr que les voisins n'apprennent pas forcément leur langue. Hein. Ce sont plutôt eux qui apprennent toutes les langues voisines, même s'il y a, enfin, en fait, il y a énormément de multilinguisme dans toute la région, mais disons que c'est sûr que quand on est 700 locuteurs, on a même trouvé une autre langue qui n'était parlée que par 100 personnes. Bon, là, il y a peut-être moins de chances que les autres apprennent votre langue. Et du coup, ils étaient complètement sidérés, effectivement, de voir le linguiste parler leur langue et un blanc à fortiori. Donc ça c'est vrai que c'est chouette parce que ça change un peu l'image du blanc dominant qui arrive avec énormément de moyens. Et donc au début, leur première réaction, c'est mais comment on va faire pour les accueillir? Ah, Et on va On a, pouvoir vivre chez nous. Mm. ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que par votre sujet, en arrivant comme ça et en s'intéressant à leur langue, on a vraiment le sentiment que c'est toute leur culture, que c'est vraiment l'intimité, la langue. Et qu'à travers ce biais-là, en tout cas à travers le film aussi, on approche beaucoup, beaucoup d'éléments de leur village et cette proximité qu'ils ont avec vous, notamment parce que justement, vous vous intéressez à la langue et vous la parlez. Ça donne une relation de proximité absolument saisissante et vraiment oui, comme une intimité, une complicité même entre les villageois et vous. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti dans le film et on se dit que c'est une entrée en matière qui est absolument magnifique. Ouais, merci de dire ça. C'est vrai. Euh, En fait, Florian, le linguiste, euh, me disait qu'il avait une relation charnelle à cette langue. Euh, et, et moi, j'ai vécu la même chose avec une autre langue, puisque j'ai passé des années à travailler dans le monde Peul et j'ai appris deux dialectes du Peul. Euh, et,
Et en fait, en dehors du français, c'est la seule langue que j'ai apprise de manière purement orale avec les gens. Hein. Et dans le cas de Florian, il doit faire proposer une orthographe de cette langue et écrire. Il est en train d'écrire la grammaire de cette langue. C'est-à-dire qu'on n'a rien, aucune information sur cette langue, quasiment. Hein. Il y avait juste un petit lexique recueilli de quelques mots recueillis dans les années 60-70 par un linguiste. Et donc, tout est à faire. Il disait, Florian, que quelqu'un lui avait dit, quand tu en arrives au stade où tu dois faire la grammaire d'une langue, c'est une véritable déclaration d'amour pour cette langue, quoi. Parce que là, il est en train d'écrire un bouquin de 600 pages pour décrire la grammaire de la langue, quoi. Et donc, ça veut dire Et que voilà, c'est presque pathologique, il, pa- la linguistique. il passe des années. Et moi, c'est vrai que quand on apprend une langue de cette manière et que d'un coup on réalise un soir qu'à la veillée autour du feu, on a compris enfin en entier le conte que racontent les gens de l'histoire du lièvre et de la hyène, et qu'on devient capable de rire avec les gens spontanément dans leur langue ça crée immédiatement une intimité qui est extrêmement forte. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on dit un peu que les anthropologues sont schizophrènes au sens où on finit par avoir le pied entre deux cultures parce que finalement on passe tellement de temps sur le terrain que ça devient un vécu qui est une part de notre identité. Et donc, d'une certaine manière, on a presque une seconde famille dans ces régions où on travaille pendant des années, quoi. Une seconde famille culturelle, on pourrait dire. Alors Donc c'est justement, sûr qu'il y a une intimité, oui, bien sûr. ce qui m'a frappé aussi dans votre film, vous dites une langue qui meurt, c'est une vision du monde qui disparaît. Vous dites aussi dans le film que la planète, enfin, c'est des études qui l'annoncent, hein, la planète devrait perdre 1200 langues à l'horizon 2100. Alors, je suis sûr que vous allez en être triste parce que ces contes que vous avez appris, l'histoire de la hyène, ça n'appartient qu'au passé. Alors, alors attention. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut Il freiner la faut mort d'une langue? nuancer. Il faut nuancer. Alors, ce que dit Florian dans le film, hein, c'est que les prospectives, c'est entre 50 et 90% des langues de la planète pourraient disparaître à l'horizon 2100. Alors, ça veut dire, si on applique, si on imagine qu'on est à 90%, il resterait effectivement 1200 langues sur les 6500 à 7000 recensées aujourd'hui sur la planète. En vérité, moi, j'ai fait ce tournage en 2012. Depuis, les linguistes ont nuancé ces chiffres. On serait non pas sur une fourchette entre 50 et 90%, mais plutôt de 30%, ce qui est plus positif, même si c'est pas brillant. On s'aperçoit qu'il y a une résilience assez énorme et que les langues ne disparaissent pas si vite, même des langues qui paraissaient très menacées. Bon, mais il y a réellement une perte sèche de toute façon quand même. Et du coup, voilà, je voulais quand même nuancer cette question et aussi revenir sur l'idée une langue, c'est une vision du monde. Ça aussi, c'est quelque chose de très complexe. Ce qui veut dire, alors dans un film, on ne peut pas tout expliquer. Hein. On n'est pas en train de faire un film scientifique, c'est un film justement que je voulais, moi, grand public. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, on le voit par exemple avec l'exemple des poissons. Si vous êtes une société de pêcheurs, vous allez avoir une grande richesse lexicale sur le monde des poissons. Si vous êtes inuit et que vous vivez sur la banquise, vous allez avoir 50 ou 100 mots pour désigner la neige. Bon, ça, on le sait. Donc, il est vrai qu'il y a un lien étroit entre langue et culture, ça c'est évident. La langue, elle véhicule, comme vous venez de le dire, les contes,
les chants, donc tout le répertoire musical. Elle véhicule effectivement des récits historiques, des savoirs botaniques, etc., qui, lorsque les gens, par exemple, partent en ville et abandonnent leur langue parce qu'ils se retrouvent dans des situations de mariage interethnique ou trop minoritaires en ville, euh, soudainement, ou parce que justement, ils font des études, ils apprennent d'autres langues à l'école, à ce moment-là, ce qui est le cas beaucoup en Afrique, hein, ce que j'essaie de montrer dans le film, effectivement, le... j'ai perdu le fil, excusez-moi. À ce moment-là, euh, oui, eh bien, c'est tous ces savoirs locaux qui étaient Oui. liés à des modes de vie ruraux qui vont disparaître. Il n'y a pas de relation immédiate de cause à effet. C'est parce qu'on quitte le village et donc on abandonne sa langue, mais on abandonne aussi tout un tas de pans de la culture. Voilà. Donc, il faut Dans notre premier bien contact, ce qui nuancer ces m'avait deux surpris, choses. Mhm. dans notre premier contact, ce qui m'avait justement surpris, c'est que vous me disiez, je suis ethnomusicologue, je ne suis pas linguiste. Donc, j'ai bien senti que vous vouliez me dire qu'il y avait deux spécialités là, mais je m'aperçois que finalement, elles sont très, très liées et Tout à que fait. Mhm. vous vous appuyez, Enfin, vous, sur la linguistique, et pour vos études que vous avez faites avec les peuples Peul, vous avez été obligé aussi d'apprendre la langue pour mieux pouvoir analyser, euh, pour faire les analyses que vous deviez faire sur les... sur la musique. Oui, parce que, bien sûr, parce qu'en fait, quand on étudie la musique, d'une certaine manière, quand vous tirez le fil de la musique, vous tirez le fil de toutes les cérémonies qui marquent les étapes de la vie, de la naissance à la mort, en passant par le mariage, par les fêtes, on est dans des sociétés où la musique est omniprésente, hein, encore. Et donc, euh, on en arrive à étudier les relations entre les genres, hein, entre hommes et femmes, les relations politiques, d'alliance entre les groupes, qui chante avec qui fait de la musique avec qui, les conceptions esthétiques, etc. Donc il faut absolument parler la langue, les règles de mariage, les règles, enfin, qu'est-ce qu'on fait pour la naissance d'un enfant, qu'est-ce qu'on chante, enfin, bon, donc les classes d'âge, parce que les vieux chantent pas avec les jeunes ou des choses comme ça, bon, voilà. Donc, vous tirez le fil de la musique, c'est toute la culture qui vient avec. Et c'est évidemment moi ce qui m'intéressait, hein. À la limite, parfois, la musique peut devenir un prétexte pour comprendre la culture d'une société. Et un point d'entrée facile, parce que les gens adorent parler de leur musique. Euh, mais du coup, bien sûr, la langue, l'apprentissage de la langue, c'est obligatoire. Ça ne veut pas dire que je fais un travail linguistique sur la langue, hein, parce que ce que fait Florian, là, comme je disais, c'est proposer une orthographe aux gens pour leur langue, c'est établir la grammaire de cette langue qui n'existait pas, c'est en comprendre toutes les règles grammaticales. Voilà, chaque jour, il me disait, ah bah tiens, aujourd'hui, je viens de comprendre comment fonctionne telle négation. Ah bah voilà, tiens, il y a une particule qui, pour l'interrogation, et on découvrait au fur et à mesure. Donc, apprendre une langue dont on ne connaît pas les règles, c'est une expérience qui était pour moi inédite. Parce que dans le cas du Peul, il y avait déjà des grammaires. Parce qu'il y a entre 20 millions et 40 millions de locuteurs du Peul. On n'a pas trop de recensement, on ne sait pas trop. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas de. Enfin, on avait déjà beaucoup de grammaire. Donc, et même des cours de Peul, hein, aux langues en France. Voilà. Donc là c'est un peu particulier comme situation. Et donc oui, pour moi, c'était fascinant d'apprendre une langue parlée par 700 personnes. Je me disais au départ, mais c'est d'ailleurs le point de départ du film, parce que j'étais dans une fête et puis j'expliquais ce que j'allais faire, apprendre une langue parlée par 700 personnes pour étudier la musique de ces gens. Vous avez établi le premier Et là, on contact. m'a dit, ah bon, mais 700 personnes, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, donc Voilà. c'est vous qui Parce qu'on avez a une établi vision le premier tellement contact utilitariste de avec l'apprentissage des Gori. langues. Pardon? C'est vous qui avez établi le premier contact avec Gori. Non, 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 c'est Florian, parce que le chef du projet sur ce programme, c'était Florian, qui était à l'initiative, puisque c'est vraiment un programme de documentation des langues en danger. Et lui a estimé que s'il étudiait la langue, il fallait également documenter toute la culture de ces gens, puisque si la langue est menacée à plus ou moins court ou long terme, on ne sait pas trop voilà, on n'est pas dans une situation où
il n'y a plus que quelques locuteurs, hein, comme ça arrive parfois. Euh, si on documente cette langue, il faut aussi, c'était intéressant de documenter tous les savoirs qui vont autour. Voilà, et moi, ma partie, c'était effectivement la musique. Et alors, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film aussi, hein, c'est que tout simplement, euh, j'avais pour projet de faire un film sur la musique, et la plupart des musiques rituelles euh, du village avaient disparu. Voilà. Il ne restait plus que les musiques festives, mais tout ce qui était lié à des systèmes de croyances antérieurs à l'islam, éradiqué. Voilà. Les gens, là, c'est les suicides culturels, on abandonne pour devenir de bons musulmans. Je finissais par faire de l'archéologie musicale, enregistrer des rythmes que les gens ne jouent plus, parce que tout ce qui est funérailles, mariage, etc., tout ce qui est cérémoniel, on ne fait pas de musique, voilà, parce que c'était lié à d'autres systèmes de croyances, hein, animistes, et donc on ne fait plus. Voilà. Du coup, je me suis dit, mais je ne vais pas faire sur un film sur des musiques en train de disparaître. Je trouvais ça Ça, un c'est peu triste. l'intérêt de ce genre d'interview qu'on a avec vous, parce qu'on apprend des choses en plus que l'on voit dans le reportage. C'est intéressant d'entendre ce que vous venez de dire. Justement, qu'en ont retiré les Merci. villageois de Gori? Est-ce que après votre passage, vous êtes toujours en contact avec eux? Qu'est-ce que Mm, vous avez documenté donc la langue, la culture lale? Euh, mm. Eux, comment ils réagissent? Ben, on a vu comment ils réagissaient, mais qu'est-ce qu'ils en ont retiré eux, à votre avis? Alors, moi, je ne suis plus retournée au Tchad là depuis un certain temps, puisque pour moi, ce programme de recherche était fini. Florian, lui, continue. Il est vraiment en train de devenir spécialiste du Tchad et de plusieurs langues de la région. Il continue et il est toujours en contact très fréquent avec les gens de Gori, puisqu'à chaque fois qu'il y va, il repasse par Gori pour les voir. En fait, il y a deux villages, Gori et Damtar, hein, 7 à 800 locuteurs, on va dire. Euh, et, et donc, lui entretient toujours des liens très proches. Bon, moi, j'ai une famille Peul avec qui j'ai des relations téléphoniques régulières. Donc, j'ai eu du mal à poursuivre, ne parlant pas trop, enfin, parlant bien moins bien le LAL. J'ai été moins assidue sur cette question. Mais donc, les relations sont toujours là. Et Florian me disait qu'en fait, il est très heureux parce que là, il y a des gens du village ou bien des gens justement qui ont migré en ville et dont par exemple les enfants n'apprennent plus le LAL, qui ont demandé euh, en fait avoir des livres d'alphabétisation. C'est-à-dire à Florian qu'ils conçoivent pour eux des livres d'alphabétisation maintenant qu'il a établi une orthographe. Donc il va falloir qu'ils valident avec eux l'orthographe qu'ils proposent, voir si elle leur paraît trop complexe ou pas. Parce qu'on est dans un système là. Pour juste vous donner un exemple, nous on a 6 voyelles, eux ils en ont 12. Bon. Donc c'est comme ils apprennent le français à l'école, ne pas avoir les mêmes voyelles, ça va être difficile. Faut trouver voilà comme les manières les plus faciles de les écrire, qui puissent être aussi taper facilement avec un ordinateur. Hein, voilà, tout ça. Donc il va valider avec eux et faire des livres d'alphabétisation. Peut-être proposer des. Alors il a proposé déjà il a travaillé avec des gens en ville pour proposer en LAL des petits textes pour les enfants sur l'hygiène, sur la santé, sur voilà tout un tas de petits sujets comme ça de développement comme ça se fait en Afrique, mais dans la langue. Donc oui, Florence. C'est intéressant ce retour que vous nous faites parce que ça veut dire qu'au bout de la démarche, enfin, même je ne sais pas s'il a terminé, mais en tout cas, où il en est de la démarche aujourd'hui, on se rend compte que tout ce travail de documentation, d'orthographe, de grammaire de la langue, eh ben, ça y est, c'est en train d'être approprié, si on peut dire, par les habitants du village. Et c'est la preuve qu'il est en train de gagner son pari, non? C'est ça que ça veut dire? Alors, c'est difficile à dire. Gagner son pari, ça serait peut-être un peu prétentieux ou ambitieux. En tout cas,
quelques personnes dans le village commencent à s'approprier les choses et c'est déjà beaucoup. Et ça, mais on peut pas raisonner à l'échelle de la totalité du village parce qu'il y a toute une génération, comme il le dit dans le film, là, qu'a dit le chef, le jeune chef du village, il dit nous, ça nous dépasse un peu notre génération. Et pourtant, lui, il a une quarantaine d'années, mais les jeunes peut-être s'approprieront plus que nous cela. Et de fait, il y a quand même beaucoup de gens au village qui sont très peu alphabétisés, même en français. Hein. Et donc, pour eux, c'est très difficile de s'approprier ça. Mais donc, on peut miser sur l'avenir. Voilà. Mais quand on a quelques personnes déjà, des gens de la ville, qui demandent ce genre de choses, c'est bon signe. Après, il y a des phénomènes de revitalisation, même après coup, hein, comme il y a eu finalement avec le corse ou le breton. Alors, ça veut, si la langue disparaît ou n'est plus parlée que de manière très mineure, enfin, si les gens migrent en ville, en gros, euh, on peut s'attendre à un moment donné à ce qu'il y ait un retour. C'est-à-dire que les gens qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre leur culture en ville, justement, reviennent aux travaux de Florian et se les réapproprient. Et là, c'est l'intérêt aussi de ce travail. Il y a une archive qui est en ligne, hein, une archive du LAL avec énormément de documents, y compris documents musicaux, etc. Et là, les gens peuvent demain, s'ils le souhaitent, se le réapproprier. C'est ce qui s'est passé avec le breton ou le corse, en tout cas pour la musique, hein, qui était en passe de ne plus être joué du tout, hein, et qui a été complètement revitalisé dans les années 70, à partir des années 70. Donc, ce genre de phénomène arrive. Hein, il y a un moment donné, au bout d'une ou deux générations, on se dit, mince, on a vraiment perdu quelque chose et les jeunes cherchent des moyens de se réapproprier leur culture. Voilà. On peut espérer ça. Voilà. C'est une bonne note d'espoir, finalement. Oui, oui. Après, voilà, après, ce que ça leur apporte, bah, il y a la relation humaine. Hein. La relation humaine qui nous apporte à nous et qui, je pense que pour eux, comme je vous disais, voir des gens arriver de loin dans leur petit village, c'est, 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 c'est une curiosité sans fin. On se regarde et on s'étudie mutuellement. Hein. Il ne faut pas croire que c'est pas à sens unique cette affaire-là. Ils nous observent, ils passent des heures à nous observer et à se demander ce que c'est que ces étranges animaux Jours, je pense, qui se que sont nous sommes. établis dans le temps. Vous restiez chaque fois finalement assez longtemps. Ils ont le temps de vous découvrir et de vous connaître lors de vos Oui, bien expériences. sûr. Oui, 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 oui. Alors, c'est pareil, on n'est jamais amis avec tout un village. Il y a des relations plus naturelles qui se tissent, des affinités hein, avec certaines personnes plus qu'avec d'autres. Des gens aussi avec lesquels on travaille plus. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des percussionnistes d'un certain âge avec qui, voilà, petit à petit, il y a des relations fortes qui se tissent. Florian, lui, il avait d'autres interlocuteurs en tant que linguiste, bon, qui était notamment l'instituteur du village. Voilà. Donc, évidemment, on tisse des relations qui parfois durent des années. Et comme je vous dis, ça peut devenir vraiment des liens d'amitié d'autant plus intenses, d'autant plus forts que justement, il y a une telle distance culturelle qu'on a le sentiment d'avoir dû dépasser beaucoup de stades pour arriver à se comprendre et, et qu'il y a quelque chose de magique, en fait, d'autant plus précieux là-dedans que quand enfin, dans mon cas, voilà, je suis restée très, très liée avec une famille d'éleveurs nomades du nord du Niger qui sont des antipodes de ma culture. Voilà. Et quand on arrive à ce genre de lien très fort, enfin, c'est effectivement puissant parce que là, on traverse toutes les barrières culturelles et et, et c'est en fait extrêmement bouleversant Mmh. parce qu'il Ça a sera fallu peut-être faire des efforts des deux côtés. Mm. peut-être que ça sera le sujet d'un prochain film. Je ne sais pas si vous avez d'autres projets sur des expériences comme ça assez extraordinaires que vous conduisez. Ah, avant le confinement, j'étais en train de traverser le Sahara avec un ami nigérien et je voulais faire un film sur la question des migrations dans les deux sens.
les gens qui se restent bloqués derrière les frontières et qui rêvent de venir chez nous, mais aussi ceux qui sont chez nous et qui rêvent de partir dans leur pays et qui n'y arrivent pas parce que la situation économique de leur pays ne leur permet pas euh, de trouver une autonomie financière. Et du coup, je voulais faire un film comme ça sur cette espèce d'aberration de la possibilité de circuler dans les deux sens et du privilège que c'est d'avoir le droit de traverser les frontières. Mais pour l'instant, c'est en stand-by, évidemment, pour les raisons que vous devinez. Voilà. Donc, oui, bien sûr, il y a d'autres projets. Du coup, là, je me suis repliée sur des projets un petit peu plus intimes, un peu plus personnels. Mais oui, j'ai encore envie de faire des films sur l'Afrique. Ouais. Vous nous informerez de ce que vous faites pour la suite, du coup. Et votre centre d'intérêt porte principalement sur l'Afrique. Hein, bon, disons que je me suis spécialisée sur l'Afrique. Ça fait 30 ans que j'ai fait des voyages, des allers-retours et que voilà, oui, effectivement, c'est devenu une passion, c'est devenu, comme je vous disais, une partie de mon identité. Après, non, j'envisage aussi de faire des films sur d'autres sujets. Oui, actuellement, j'ai d'autres idées. Comme je vous disais, des choses peut-être plus personnelles, plus intimes. C'est vrai que le film, au départ, était une sorte de prolongement de mon métier d'anthropologue. Et c'est devenu, pour moi, une manière plus créative de faire mon métier que d'écrire des articles scientifiques. Et du coup, j'avoue que ça a pris le pas sur le reste et que j'ai très, très envie de continuer peut-être dans cette direction. La richesse est dans la diversité, en fait. C'est ça que vous nous dites. Ah oui, non seulement elle est dans la diversité, je peux rebondir sur ce que vous dites, on a le temps? Allez-y, je ne sais pas. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas dite dans le film, parce que ça pourrait être le sujet d'un deuxième film, mais on s'aperçoit aujourd'hui que les zones où il y a sur la planète le plus de biodiversité, je dis bien, sont également les régions où il y a le plus de diversité linguistique. C'est étroitement corrélé. C'est-à-dire que vous avez en gros à peu près 5% de la population mondiale qui parle à peu près 70% des langues. Hein. Donc toutes ces petites sociétés autochtones, dites autochtones, sont les gardiennes d'une très très grande diversité culturelle, bien que très minoritaire. Mais elles vivent aussi dans les endroits où il y a la plus grande diversité naturelle, écosystémique. Et ça n'est certainement pas un hasard. Hein. C'est qu'elles ont, pendant des millénaires, des millions d'années, vécu en symbiose avec les écosystèmes et elles en sont les gardiennes. Hein. On sait par exemple que la forêt amazonienne, c'est pas une donnée, un acquis qui nous est donné dès l'origine du monde par la planète. C'est aussi une construction humaine, c'est le fruit d'une relation entre les petites sociétés amérindiennes et cet écosystème qui est la forêt. Hein. Et donc, ce sont des gardiens de ces écosystèmes et qui sont aujourd'hui tellement menacés. Donc, préserver cette diversité culturelle, c'est préserver aussi ces écosystèmes. Et ça, on n'a pas encore envisagé toute l'importance de cette question-là, je pense. On ne fait pas encore le lien entre ça. Ça serait intéressant d'en savoir plus, en effet. On va peut-être arrêter là, mais ce que j'aurais aimé peut-être que vous nous racontiez en dernier, parce que j'aime toujours beaucoup ça. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous livrer pendant le tournage du film? Des choses qui seraient passées, qui vous auraient marqué et qu'on ne verrait pas dans le film? Le jour où on a failli se renverser avec la pirogue et tout le matériel d'enregistrement et de caméra et tous les carnets de terrain et
je sais pas, et où on avait la pirogue ne dépassait plus de l'eau que de 2 centimètres. Et Et donc, vous teniez à bout de bras le matériel? non, 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 on a dû rejoindre la rive très, très, très rapidement, mais c'est vrai que on a vraiment cru que tout allait prendre l'eau. Euh, le jour Ça, où, c'est oui, une enfin, anecdote qui va beaucoup, une anecdote qui parlera beaucoup à les- des organisateurs curieux voyageurs qui ont, eux, perdu leur matériel oui, en bien sûr. Ouais. On a failli vraiment tout perdre. Le jour aussi où les villageois, après 2 mois passés sur le terrain, nous ont au tout début de notre présence sur le terrain, nous ont dit qu'on devrait peut-être quand même pas aller se laver dans le fleuve tous les soirs à la tombée du jour pour ne pas être vu tout nu des villageois, parce que c'est l'heure où viennent les hippopotames dans cette partie du fleuve, et c'est extrêmement dangereux, les hippopotames, en fait. Ça court sous l'eau à une vitesse inouïe, et ça vous tue en 2 secondes. Et donc, on dit, ah, c'est bien, merci de me l'avoir dit. Voilà. Mais il n'osait pas nous le dire au départ. Bon, quoi comme anecdote? Ouais, il y en a beaucoup. Hem, le jour où les percussionnistes que j'ai enregistrés, ont fini par m'avouer qu'ils avaient eu des soucis parce qu'ils avaient, accepté pour moi de jouer, des rythmes initiatiques, que tout le village a entendus, heu et qui s'était mis une partie du village à dos parce qu'il n'était pas supposé révéler des musiques d'initiation à une femme. Euh, ou bien également, euh, voilà, j'en avais une autre qui me venait en tête, mais ça y est, je l'ai perdue. Ah oui, si, 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 quand même un grand moment de ma vie, un grand moment de ma vie, c'est quand en pleine nuit, on a entendu la musique jouer dans le village, et qu'on s'est levé, et qu'en fait, il y avait une éclipse de lune, euh, et donc, d'un coup, enfin, voilà, la lune a disparu, une éclipse de lune par le soleil, et enfin, non, c'est la Terre qui se met entre la lune et le soleil, et en fait, les gens sont mis à jouer instantanément de la musique pour faire revenir la lune. Euh, et là, on se dit que malgré l'islam, il y a encore des croyances qui sont là, quoi. Voilà, et c'était très fort, quoi. Ces humains, qui jouent, qui frappent les tambours et qui chantent pour que la lune revienne. Là, sont des grands moments d'émotion sur le terrain. Oui. Très bien. Eh bien, Sandrine, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. C'était précieux et on a appris encore encore plus de choses. Mais le documentaire est déjà franchement très, très instructif et très riche en informations. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, j'espère, voilà, que le festival en ligne va bien se dérouler, et que tout se passera bien pour votre équipe, et pour tout le travail que vous faites dans des conditions, j'imagine, qui sont difficiles. Le festival, ce sont des mois d'organisation, donc bravo pour tout ce travail, et de tenir le cap malgré les événements. Ben, merci à vous, et c'est vrai qu'avec des échanges comme ça, on ne peut être que content de pouvoir proposer à notre public tant de richesses. Merci pour toutes ces informations et ces échanges, en tout cas. Mais merci au public alors.